Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la famille. On va parler d'un sujet qui est sensible, qui concerne les familles où les parents sont divorcés. On appelle ça le syndrome d'aliénation parentale. C'est quoi ? Alors on l'appelle ou on ne l'appelle pas comme ça parce qu'en fait, l'expression vient d'un psychiatre américain qui s'appelait R.A. Peut-être qu'il est vivant d'ailleurs, mais c'est assez ancien. On l'appelle aussi le SAP, syndrome d'aliénation parentale. Et alors, les psychiatres des deux côtés de l'Atlantique s'étripent littéralement pour savoir si ça existe et même si c'est une pathologie. Évidemment, vous imaginez que moi, je ne vais pas rentrer dans une querelle de psychiatre, je n'ai pas du tout les compétences. Par contre, ce qui est clair, c'est que la souffrance des personnes concernées, que ce soit le parent rejeté ou les enfants, elle est réelle, elle est extrême et que c'est des cas qui sont de moins en moins rares. Concrètement, c'est le cas d'une espèce de rupture parentale brutale, c'est le rejet soudain d'un parent par un enfant. C'est-à-dire que vous avez une situation qui va bien, voire même une résidence alternée, c'est très courant, et du jour au lendemain, vous avez votre enfant la semaine, il rentre chez son autre parent et il ne revient pas la semaine d'après en disant « je ne veux plus venir chez toi ». Et il y a coupure complète de toute relation et ça peut aller super vite. Avec des actes extrêmement violents, avec des phrases extrêmement violentes, des insultes à répétition, des refus de toute relation, non seulement avec le parent rejeté, mais généralement avec toute la famille du parent rejeté, les oncles, les tantes, les grands-parents, les frères, les sœurs, voire même les petits frères, petites sœurs nés entre-temps en famille recomposée, et souvent aussi avec des informations du type « mais de toute façon, je ne veux plus aller le voir parce que elle ». Parce que c'est pas sexué du tout, ça marche ça le fait avec les pères et les mères. J'ai été violentée physiquement, moralement, sexuellement par ce parent, je veux plus y aller. La plupart du temps, c'est faux, mais l'enfant ne s'en rend pas compte. Et alors, l'enfant est persuadé d'avoir son libre arbitre, c'est ça qui est très pervers. Ouais. Alors qu'en fait, il est phagocyté au point que nous, qui voyons des expertises psychiatriques derrière, on s'aperçoit que l'enfant reprend littéralement, et quand je dis littéralement, c'est au mot près, le discours de son parent sur son autre parent. Et alors là, il y a une espèce de jeu parce que l'autre parent, c'est-à-dire celui avec lequel l'enfant a décidé de rester, lui, il se réfugie derrière son enfant, quel que soit l'âge. Souvent, c'est sur des ados. C'est rare que ce soit sur des tout-petits. En delà de 10-12 ans, c'est très, très rare. Et là, il dit, mon fils, ma fille, il ne veut plus, je ne vais pas le forcer, ou je ne peux pas le forcer, c'est lui qui décide, c'est lui qui doit décider. Et il se réfugie derrière. Mais vous avez l'impression, parce que là, ce que vous décrivez, c'est finalement une manipulation de l'enfant. Et l'enfant, il est conscient de cette manipulation, qu'il est manipulé ? Non. La plupart du temps... Alors d'abord, l'enfant n'est jamais conscient de la manipulation. Bon, d'abord, c'est fait pour, si j'ose dire. Quelque part, quand on essaye d'envoyer au djihad ou à la guerre un enfant, on n'envoie pas quelqu'un. Nous, autour de la table, si on veut nous envoyer à la guerre, il va falloir travailler dur pour nous convaincre. Un gamin de 15-16 ans, ça va être beaucoup moins dur de le convaincre de partir. Donc déjà, oui, il est plus facilement manipulable. Non, il n'en est pas conscient. Et le parent qui le manipule n'est pas nécessairement conscient qu'il manipule son enfant. Ça tient à plein de choses. Ça tient à ce qu'on est dans ce qu'on appelle un espèce de conflit de loyauté majeur. Le conflit de loyauté, pour expliquer un petit peu, c'est quand des parents sont séparés, pas seulement en cas de divorce, quand des parents sont séparés, chaque fois qu'on dit à un enfant... Mais quand je dis on dit, ce n'est pas nécessairement des paroles directes. Ça peut être la conversation autour de la table qui parle en général. Ça peut être les actes ou le sous-entendu que l'enfant entend ou comprend. Et l'enfant se retrouve dans un choix que lui comprend comme un choix à faire et que chaque acte qu'il pose, ce n'est pas un acte qu'il pose pour un parent mais contre l'autre. Il se trouve dans un conflit qu'on appelle un conflit de loyauté et poussé à l'extrême, à un moment donné, l'enfant va faire un choix parfois extrêmement brutal, souvent pour sortir de ça, mais en même temps, il se met dans une position épouvantable, parce qu'un enfant de 10, 11, 12, 15, 17 ans, qui du jour au lendemain dit « moi, je ne veux plus voir papa » ou « je ne veux plus voir maman », il y a une souffrance derrière, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Mais concrètement, comment ça se passe ? Un enfant peut décider de ne plus voir un parent ? Non. Non, concrètement, non. Et toute la problématique, c'est que les parents se jouent un rôle. C'est-à-dire que l'enfant, le parent chez lequel l'enfant a décidé de rester, joue le « voyez, mon ex est une catastrophe, il est dangereux, mon enfant a pris la bonne décision, faut pas l'obliger à le revoir, faut être respectueux ». Le parent délaissé, lui, il est sur le mode « mais il ne s'est rien passé, je veux que tout redevienne comme avant ». Ou alors, éventuellement, sur le mode carrément violent inverse, de cet enfant est manipulé, il faut le couper tous les liens avec l'autre parent. Ce que disaient un certain nombre de psychiatres spécialistes de cette matière il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et en parallèle, il y a toute une série de plaintes pénales contre le parent rejeté, violence, abus sexuels, etc., qui quelquefois entraînent des décisions judiciaires d'arrêt de liens, de moins en moins, parce que là aussi, on a pris conscience, donc il y a des moyens de s'apercevoir si un enfant est vraiment dans une situation comme celle-là ou pas.
Or, juridiquement, ces couples-là sont toujours des couples séparés. Ça n'existe pas autrement. Et dans, j'allais dire, 99% des cas, c'est des couples où il y a déjà eu une décision juridique, un jugement qui fixe que le parent doit avoir l'enfant à telle date, etc. Et si l'enfant ne vient pas, c'est un délit pénal, c'est la non-représentation d'enfant, et le parent chez lequel l'enfant reste est coupable pénalement de non-représentation. Alors c'est vrai que la police ne poursuit pas nécessairement, mais l'autre parent, lui, même si c'est ni simple ni rapide, il a la possibilité de poursuivre pénalement jusqu'au bout. Et alors ces recours juridiques, on les fait devant quels tribunaux? On s'adresse à qui? Alors, là, pour le coup, ce n'est pas les tribunaux qui manquent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a toute une série et que malheureusement, dans ces dossiers-là, ils sont en général tous saisis. Donc 4-5 facile. On a le juge aux affaires familiales, le premier. Alors lui, c'est le juge naturel de toutes les relations intrafamiliales. Donc, je me sépare, je divorce, je déménage. Je veux savoir chez qui mon enfant va vivre, quel montant de la pension alimentaire, quelle est la résidence, le droit de visite et les droits des autres. C'est le juge aux affaires familiales qui le fait. C'est le juge de la pérennité, c'est le juge de la décision quotidienne, si vous voulez. Après, on en a un deuxième, c'est le juge pour enfants. Alors le juge pour enfants, c'est un peu particulier parce que c'est le juge des enfants en danger et des enfants délinquants, qui potentiellement peuvent être les mêmes d'ailleurs. Lui, il peut prendre des décisions soit d'urgence, soit de surveillance. Par exemple, il peut placer un enfant, il peut dire demain, cet enfant est en danger chez son père, peu importe, je le prends, je le place chez sa mère ou à la DAS. Il peut aussi, c'est ce qui se passe en général, prendre ce qu'on appelle une décision de AEMO, assistance éducative en milieu ouvert, où les parents vont être suivis par un éducateur spécialisé pendant toute une durée fixée par le juge, généralement 6 mois, 1 an, et on revient tous les 6 mois, 1 an. Et très souvent dans ces dossiers, il y a ça, parce que le besoin de l'enfant là, c'est d'avoir un lieu de parole, de pouvoir s'exprimer en dehors de ce conflit de loyauté, même si les parents sont de bonne volonté, et ça peut être une solution. Vous avez en plus le juge pénal qui va être saisi pour toutes les plaintes potentielles qui ont été faites, sans compter les procédures civiles parallèles de « je ne suis pas d'accord sur la résidence de l'enfant, sur ceci, sur cela ». Le problème, c'est que toutes ces procédures, d'abord, on parlait tout à l'heure des urgences médicales, la justice est à peu près dans la même situation que les médecins. Donc quand vous saisissez un juge aujourd'hui, vous avez du bol si vous avez une audience à 6 mois. Et quand vous saisissez un juge d'urgence, on vous répond avec un grand sourire que la première urgence qu'on a, elle est dans 1 mois. Donc, et encore. La deuxième chose, c'est que plus le temps passe, plus la situation se cristallise, plus ça se calcifie quelque part, et plus la reprise de lien entre le parent et l'enfant devient extrêmement difficile, avec de la part du parent un ressentiment à l'encontre de ce qu'on lui fait subir, et qui n'arrange évidemment pas les choses. Donc on comprend bien que l'important, c'est l'enfant. Il faut qu'il voit un psychologue, il faut qu'il soit aidé, il faut qu'il soit protégé. Alors il faut considérer que ce rejet, c'est pas... L'idéal, ça serait de bien prendre en compte, le rejet n'est pas l'aval de l'enfant sur la situation, mais bien un mal-être de l'enfant. Et il faut impérativement que les enfants trouvent un lieu de parole. Donc dès que ça arrive, dès qu'il y a une situation comme celle-là qui arrive, il faut, mais très très vite, et plus c'est vite, plus mieux c'est, aller voir un psychologue avec l'enfant en informant l'autre parent. Faire parler l'enfant sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que tu veux me dire. Donner à l'enfant un lieu de parole, à lui, un psychologue que pour lui, pas des parents. Les parents se mettent d'accord sur le psychologue, l'enfant va le voir. Un avocat, tout de suite, pour ressaisir un juge, pour essayer de ne pas attendre, parce qu'on a ces délais judiciaires anormalement longs et qu'il faut pouvoir en tenir compte, et que l'avocat vous explique ce qui va se passer, et savoir qu'on se lance dans quelque chose qui, malheureusement, c'est long, coûteux et psychologiquement excessivement difficile. La seule solution, c'est d'être bien accompagné et de prendre des accompagnants qui eux-mêmes connaissent le problème, pas le psychiatre d'à côté qui est super bon en psychiatre mais qui ne connaît pas, et qui ne sont pas des guerriers obligatoires. C'est-à-dire, on se bat s'il faut se battre. Le but, essayer de voir si on peut faire quelque chose dans l'intérêt de l'enfant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.